nouvelles de votre pays. Nos troupes continuent d'avancer à un rythme incroyable. Les ennemis rendent les armes sans même combattre et nous convertissons les rebelles qui refusent notre monde meilleur. Bientôt nous pourrons compter sur la présence de nos idées et aspirations à la grandeur de la patrie. Oui, nous allons droit vers un but ultime de créer un univers fabuleux qui correspond à nos besoins et que vous saurez apprécier. Et tout cela est possible grâce à vous. Oui, vous qui participez sans compter. Et grâce à votre enthousiasme, vous nous permettez de grossir notre organisation à son paroxysme. Bientôt, nous pourrons tous crier victoire. Et n'oublions pas que la liberté, c'est l'esclavage, l'ignorance, c'est la force. La convergence, c'est un slogan publicitaire pour ne pas parler de la concentration. On a trouvé un grand nombre de mots pour remplacer le mot concentration. Par exemple, on parle de consolidation. C'est la même chose, c'est la concentration dans de nouveaux habits. On consolide, on regroupe des entreprises. Tout ça parce que la concentration, ça a une image négative pour certaines personnes. Ensuite, il y a 15 ans, à la fin des années 80, il y a eu une première vague d'acquisition d'entreprises, de constitution d'énormes groupes. À ce moment-là, on parlait de la synergie. On disait, on va faire de la synergie. Toutes les entreprises d'un groupe vont travailler pour améliorer le groupe dans son ensemble. Et la convergence, c'est une nouvelle façon de faire de la synergie. On a changé le slogan. C'est Québécois qui est un peu qui a parti ça. Je pense que c'est en 1922, la presse devenait propriétaire de Secas jusqu'à la fin des années 60. Il y a un sénateur qui a joué un rôle politique très important, qui s'appelle le sénateur Nicole, dans les années 30, qui était propriétaire du Soleil à Québec, d'un autre journal à Québec qui n'existe plus, l'Événement Journal, de la Tribune à Sherbrooke, du Nouvelliste à Trois-Rivières, et qui en plus était propriétaire de la radio à Trois-Rivières, de la radio à Sherbrooke. Donc, Québécois n'a pas inventé ça, et Rupert Murdoch non plus. Mais, évidemment, aujourd'hui, les groupes sont sans doute devenus, ici en tout cas, plus importants qu'ils l'étaient. C'est clair que Québécois est partout. Québécois est dans la télé, Québécois est dans les journaux, dans les magazines. Le taxi, il est partout, là. Il est dans la société. Ici, c'est pas Star Academy, là, il y a un problème. Est-ce que vous l'avez écouté? Je l'ai écouté un peu, mais je l'ai écouté juste comme ça. Il rentre chez toi, tu l'as partout, la radio, dans la télé, pof, elle est là, le journal. Monsieur Leclerc. Salut, ça va bien? Très bien vous-même. Très bien. Est-ce qu'on peut se tutoyer? Oui, on peut. Martin. Martin? Au milieu des années 90, quand M. Pellado, père, a acheté 4 saisons, Télé 4 saisons, on avait été faire des représentations, nous, au CRTC, pour dire qu'on était d'accord avec cette transaction-là. On était d'accord avec le fait que Québécois achète 4 saisons, parce qu'à l'époque, il n'y avait personne qui se bousculait aux portes pour acheter ça. Et nous, notre position, c'était tant qu'à voir disparaître un réseau de télévision, une source d'information pour les gens, le mieux qu'elle reste, même s'il va y avoir une propriété croisée de journaux et de télévision à même marché. Par contre, on demandait au CRTC d'encadrer ça, qu'il y ait un comité de surveillance qui soit là pour s'assurer que les salles de nouvelles soient étanches, puis qu'il n'y ait pas d'espèce de trafic d'influence qui se fasse entre les deux médias.
M. Pelado père est décédé à la fin des années 90. C'était le fils qui avait pris le contrôle à cette époque-là, quand c'est arrivé. Et là, il y a eu la fameuse transaction pour acheter TVA. Nous, on est retourné devant le CRTC et là, on a dit qu'il ne fallait pas permettre que cette transaction-là se fasse. Un, parce qu'il y avait d'autres gens qui étaient intéressés à acheter TVA. Et deux, parce qu'on disait, là, si vous donnez le journal à plus grand tirage et la station de télévision à plus forte cote d'écoute au même propriétaire, on va avoir des problèmes énormes. Là. Ils vont prendre le contrôle. Ça va devenir un empire tentaculaire qui va avoir une mainmise sur le monde de l'information, une mainmise sur le monde culturel. Et à ce moment-là, ce que disait M. Pelado, le patron de Québecor, c'est que en achetant, c'est que lui avait beaucoup de contenu. Et au fond, pour lui, c'était ça la convergence. Avoir à la fois des contenus qu'il avait déjà et acheter le canal pour distribuer les contenus et être propriétaire à la fois du contenu et du canal de distribution, bien, ça vous permet de contrôler l'ensemble de votre produit. D'une logique strictement d'affaires, c'est génial. Là. Quand tu es le propriétaire de cet empire-là, tu dis je contrôle tout de A à Z, c'est bon. Mais dans une logique d'information, nous on juge que c'est pas correct. Un scrutin sur le site des Antarctistes où les gens peuvent voter pour leur face à tarte préférée. Pour la personne dont les gens considèrent c'est elle qui mérite une tarte en priorité. Pierre-Carl Pelado, au scrutin des Antarctistes depuis plus de 2 ans, était, ma foi, le numéro 1. Et ça doit lui faire plaisir, parce qu'il a toujours aimé être numéro 1 dans tout, Pierre-Carl. Voilà. Il y avait au-dessus de 2500, 3000 votes de gens qui ont voté pour entarter Pierre-Carl Pelado. Et donc, on pense qu'on a livré la tarte, non seulement en notre nom, mais au nom de plusieurs personnes. Et non seulement des employés de Québecor, mais des gens qui souffrent au quotidien de la convergence des médias. Ouais. Ça s'est passé à l'UQAM. Et non, spontanément, sa réaction a été vraiment très bien. Ce qu'on s'est rendu compte, c'est que, en fait, ce qu'on a appris lors de l'entartement de Pierre-Carl Pelado, c'est que Pierre-Carl Pelado a sous-traité sa méchanceté à Luc Lavoie. Et donc, je me suis dit, mon Dieu, je vais saisir l'opportunité. Et j'ai essayé de lui renvoyer la tarte parce qu'il était quand même, je pense, 8e au scrutin de l'entartement. Et je me suis dit, pourquoi ne pas réaliser le vœu d'un plus grand nombre de personnes encore? Mais malheureusement, M. Lavoie ne voulait pas recevoir la tarte. Et donc, on a dansé pendant quelques minutes comme ça. Il manquait malheureusement la musique. Ça aurait été mieux avec de la musique. Okay. Et finalement, bon... on a décidé que le ridicule avait assez duré, qu'on avait rempli notre mission, et on s'est retiré des lieux, comme on fait habituellement, sans avoir de problème là, avec rien ni personne. La plupart des médias de Québecor, mais les autres aussi, parlaient d'une extrême générosité de la part de Pierre-Carl Pelado. Donc, on rapportait l'ensemble de l'événement, de ce qui s'était passé, mais à nulle part, en fait, dans aucun média, on a parlé de l'entartement ou montré les images. Donc, on choisit d'enlever ce morceau-là. Ben, ça n'a pas arrivé. Moi, je suis le lendemain, je ne sais pas ça, je lis le journal, ça n'a juste pas arrivé. Ben non, en fait, exactement. Ça n'a pas arrivé parce que ça n'a pas été rapporté par l'ensemble des médias officiels, entre parenthèses. Okay. Une forme d'autocensure, sont ici. Ben, en fait, oui, c'est ce qu'on se dit. Il y a même... Je ne veux pas nommer personne parce qu'il y a des gens dans certains médias avec qui on collabore à l'occasion qui sont habitués de prendre des photos, de prendre des images et qui, là, nous donnaient toutes sortes de raisons obscures pour ne pas prendre les photos. Bon, la tarte, c'est une insignifiance là-dedans, tu sais. On est les premiers à l'admettre, mais ce qui est un peu épeurant, c'est que si tu vois que les médias sont prêts à retirer des informations déjà d'un événement pour une insignifiance, jusqu'où ils vont aller quand ça va être l'information importante? C'est ça qui est dangereux, c'est ce mécanisme-là qui est révélé. Et à notre avis, on devrait quasiment lui dire merci parce que de la façon qu'il a réagi et de la façon que les médias se sont comportés, ils ont tout à fait prouvé ce qu'on dénonçait en l'entartant et ce qu'on dénonçait dans le communiqué de presse. Fin d'après-midi,
Moi, ça s'est passé comme ça. Je coupais les légumes, je syntonise TQS, je travaille pendant 10 ans. Et puis là, on m'annonce bulletin spécial. Alors, je pense que quelque chose de grave est arrivé, qu'une navette a explosé, qu'un attentat s'est produit, qu'on arrête tout, tu sais. Ouais. Bulletin spécial avant que le bulletin commence. Pour finalement apprendre que c'était 2 lofters qui avaient sacré leur camp, tu sais. Là, tu te dis, mais où je suis? Et qu'est-ce que je regarde? Alors, on utilise le bulletin d'information pour véhiculer une fausse nouvelle. On s'en fout complètement. La première année, il y a eu quelque chose comme 100 pages frontispices qui ont été faites dans le journal sur Star Academy. Ça veut dire que 100 fois dans l'année, on a jugé au Journal de Montréal qu'un des sujets les plus importants qui s'était passé dans le monde la veille, c'était Star Academy. On a décidé que ça, c'était prioritaire. Tu sais, dans la sélection des nouvelles quotidiennes, on fait des choix tout le temps. On détermine que ça c'est important. Mais c'est important pour qui? C'est important pour qui? Est-ce que c'est important pour les gens à la maison ou c'est important pour les propriétaires de l'entreprise? Ils disent pas ouvertement, c'est ce qu'on fait, voilà. Personne qui reconnaît ici que c'est de la convergence. Ah non? Non. C'est particulier d'entendre quelque chose comme ça, surtout quand on sait que la revue qui est imprimée pour les employés de Québécois s'appelle Convergence. C'est un discours un petit peu surréaliste qu'on a dans nos échanges avec les patrons ici, parce qu'ils refusent de reconnaître que c'est de la couverture qui est faite parce que c'est quelque chose qui appartient à Québécois et qui passe à TVA. On nous dit, mais non, c'est un sujet d'intérêt public, il y a 2 millions de personnes qui regardent ça tous les dimanches, les galas. On couvre le hockey puis ça passe à RDS. Pourquoi vous nous reprochez de couvrir Star Academy parce que ça passe à TVA? Mais c'est parce qu'il n'y a aucun rapport entre les deux. Il n'y a absolument aucun rapport, le lien n'est pas là. La convergence, ça sert à faire de l'argent, hein? On s'en cache pas. Mais chez nous, il sert aussi à créer des vedettes, à les entretenir et à les passer partout dans toutes les émissions, jusque dans les émissions d'information. Alors, il y a eu une confusion des genres qui était dangereuse pour le téléspectateur, pour tout le monde en fait. C'est qu'on nous disait, ce n'est plus grave, c'est ce qu'on vous dit, et de la réalité, de la fiction, de la promotion, de la fabrication. Ce qui compte, c'est le show. Quand tu travailles dans le milieu de l'information, tu veux être pris au sérieux, tu veux être crédible, puis à chaque fois, on a l'impression que ça nous enlève un petit morceau de crédibilité. Ça. Il y a des gens, qui ont le temps de s'informer, vraiment, qui prennent le temps de lire toutes sortes de journaux, qui vont fouiller sur Internet, mais ça demande du temps. Et on ne peut pas blâmer monsieur, madame, tout le monde de ne pas avoir ce temps-là parce qu'ils travaillent comme des malades, comme des forcenés. Ils rentrent le soir, la façon la plus simple d'avoir une forme d'information, c'est le bulletin de nouvelles télé. Il faut quand même être conscient que les gens regardent les informations et s'y réfèrent. Alors, je pense que les journalistes ont aussi un rôle à jouer comme acteurs sociaux, à dire voici ce qui se passe, voici la position que nous adoptons. Et il y a peut-être un effort de solidarité quand il y a une communauté de pensée, en tout cas, à exprimer. Orienter l'information, c'est pas de s'asseoir derrière un journaliste et de lui dire tu vas écrire telle affaire. C'est juste, tu peux orienter l'information juste en disant tu vas couvrir, en lui donnant une assignation. Si tu lui donnes systématiquement cette assignation-là, ben, tu te trouves à orienter l'information. Tu sais, on a des journalistes ici qui sont attitrés à la couverture de la télévision en général et qui couvrent ça au mérite. Tu sais, c'est une émission qui a des plus fortes cotes d'écoute ou qui est plus d'intérêt public, on va en parler, on va dire aux gens regardez ça ou il se passe tel développement dans le milieu de la télévision, mais des gens être attitrés spécifiquement. Il y avait 3 personnes qui étaient attitrées spécifiquement à la couverture de Star Academy. À chaque jour. À chaque jour. Et puis, on y avait des pages de réservées exclusivement pour ça. Ça dépassait l'entendement. On a vu ça partir, puis on a vu que c'était une stratégie qui était concertée partout dans le Québécois. Ça installe un régime d'autocensure. Ouais, c'est clair. Même si tu dis, voyons, on n'a jamais dit à un journaliste d'écrire, on n'a jamais forcé quelqu'un à écrire positivement sur ce sujet-là, tu sais qu'à un moment donné, il y a une autocensure qui s'installe. Ah oui, ils le font automatiquement, j'imagine. Tu sais à peu près tes limites, donc tu restes dedans. C'est ça. Ben, c'est sûr que si tu gueules contre TVA ou Québécois ou PKP, tu as moins de chances de travailler, de rentrer dans la grande famille de TVA ultérieurement. Mais le marché, je veux dire, le nombre d'employeurs potentiels étant ce qu'il est, autant au niveau de l'information, dans toutes sortes de domaines, on le voit,
Les gens qui pratiquent ces métiers-là n'ont pas la liberté qu'on prétend qu'ils ont. Ce qu'on appelle la liberté d'expression, la liberté de presse, là, c'est... Le rédacteur en chef qu'on avait ici précédemment, Bernard Brisset, qui est maintenant rédacteur en chef à TQS, il y a eu une réunion de préparation à un moment donné avec les décideurs de Québécois pour Occupation Double. Et lui a dit à Julie Snyder dans ce meeting-là qu'il n'était pas question d'Occupation Double à 2 pages par jour de façon systématique dans le journal. Et quelques semaines après, il n'y avait plus de job. Alors tout le monde dans la boîte, le message est clair et net. J'étais pas la seule à ressentir ce malaise-là. OK. Et j'ai estimé qu'une fois avoir démissionné, je pouvais prendre la parole, j'avais la liberté de dire les choses. Je comprends aussi, jusqu'à un certain point, le mutisme de mes consoeurs, de mes confrères, parce que tu as des contraintes. Il y a un moment dans la vie où tu dis oui, puis un jour, tu peux dire non. En début de carrière, tu peux pas dire non. C'est là que c'est subtil, parce qu'on a donné ce mandat-là au début à des journalistes qui étaient jeunes, qui étaient surnuméraires ici, et qui n'étaient pas en position de dire non ou d'envoyer promener la personne qui lui donnait ça. T'sais. On utilisait même des gens qui étaient illégaux, qui n'avaient pas le droit de travailler dans la salle pour faire ça. Ah ouais. Donc il y a des griefs qui ont été déposés, puis on a contesté ça. Et là, finalement, la direction s'est rajustée, puis elle a mis des journalistes qui étaient permanents pour travailler dessus. Okay. Et c'est une position difficile. Tu places des journalistes dans des positions difficiles, parce que tu dis là, c'est qui ma gang? Est-ce que c'est le public pour qui j'écris? Il faut que j'écrive des nouvelles qui sont d'intérêt public, ou c'est le patron qui me paye? Tu as toutes sortes de dilemmes éthiques qui entrent en ligne de compte là-dedans. Fait que finalement, le mandat qu'on a eu à l'Assemblée générale, c'est de loger une plainte au Conseil de presse, qu'elle adhère à Québécois. Québécois contribue même financièrement au fonctionnement du Conseil de presse. Okay. Et puis on a dit on va loger une plainte en bonne et due forme. On s'attend à une décision courageuse. On a hâte de voir. On a bien hâte de voir ça va être quoi, la position. Eh bien, la décision du Conseil de presse n'a pas été un exemple de courage. Le Conseil a stipulé qu'il n'y a aucune preuve tangible de conflit d'intérêts ou de couverture exagérée dans l'histoire Star Academy. Cependant, ils ont tout de même avoué qu'il existe une apparence de conflit d'intérêts. Le syndicat du Journal de Montréal s'est dit content de la décision, tandis que la direction a décidé de contester. Mais même si Québécois persiste à ne pas admettre pratiquer une convergence agressive, une question demeure. Si Star Academy avait été diffusé à un autre réseau que TVA, est-ce que le Journal de Montréal et les autres filiales de Québécois en auraient autant parlé? Poser la question, c'est y répondre. L'information, ça pourrait être tellement passionnant, tu sais, à tout point de vue, hein. Tu sais, Péladeau, il a toujours été bien nationaliste, puis son empire était situé au Québec. T'sais. Mais maintenant, avec le fils, ils se sont ouverts, là, ils ont acheté des journaux Sun Media à travers la galerie. Ouais. Donc, tu dis, là, votre marché devient pan-canadien. Donc, allez-vous devenir pan-canadien? Ça va-tu devenir d'idéologie pan-canadienne aussi? Fait que tu vois, ça, c'est M. Péladeau, c'est le mari de mon ami Julie Snyder. Alors, ça me dérange pas, moi, tu sais, mais je regarde ce jour-là, tu dis, oups, puis ils vont faire quoi, là, tu sais, ils vont s'enligner comment? Mais chaque fois qu'on parle de la convergence, je trouve des gens très bien de Radio-Canada, de tout ça, des journalistes Puis eux autres, ils voient jamais tu sais, ils parlent de la paille qu'il y a dans l'œil de Télémétropole. Ils ne voient pas la poutre qu'ils ont dans leur propre œil. Tu vas participer à Star Academy cette année? Ouais, t'es chien, ouais, tu vois, c'est que je suis... Moi, j'ai jamais écouté ça, Star Academy. Je sais même pas comment ça marche. Je sais même pas c'est quoi. Je sais qu'il ramasse du monde à travers le Québec, les jeunes, ils font chanter. Bon, moi, je connais depuis longtemps Julie Snyder. J'ai bien du respect pour elle. Puis l'affaire ce qu'il me demandait, c'est de participer à une espèce de nuit de la poésie, montrer aux jeunes qu'est-ce que ça peut être la poésie, les faire avancer. Moi, je me dis, c'est pas si pire comme job, d'aller montrer à des jeunes Québécois
et lui parler de ce que ça peut être la poésie. Connais-tu ça, toi, Pablo Neruda? Gaston Miron, ça te dit quelque chose de calice? Tu sais, René Char, allumé aux estis de lumière. Dans la vie, il y a d'autres choses que Céline Dion, maudit calice. En tout cas, donc, moi, j'y vais pour ça, pour pouvoir parler de grands poètes qui existent, pour peut-être allumer 2, 3 affaires. À un moment donné, moi, j'existais à la TV de Radio-Canada. Mais tranquillement, comme je gueulais, puis je les envoyais chier, bon, à un moment donné, ils barrent la porte, hein, ils sont pas pour si tu les craches dessus, ils te font pas de cadeaux, hein. Bon, je suis pas choqué, tu sais, c'est la... Si la presse, Radio-Canada, tout ça me barre de voir, moi, je suis inexistant. Okay. Puis moi, je me considère, moi, je suis un intellectuel québécois. Puis moi, je me préoccupe de mon propre peuple, tu sais, puis je veux leur parler, puis je veux qu'ils me parlent, puis je veux entretenir une relation avec le monde, avec les petits culs dans l'est de la ville, puis les mères de famille, puis les bûcherons de la Gaspésie. Moi, je veux leur parler, esti. OK. C'est ça, tu passes entre des danseuses hawaïennes, puis une recette de dinde congelée, tu sais. Caliste, moi, je suis peut-être pareil. Finalement, peut-être que moi, c'est pareil comme la dinde congelée et les danseuses hawaïennes. Peut-être pas non plus, tu sais. Peut-être que tu peux arriver à dire 3 phrases intelligentes entre la dinde, tu sais. J'ai jamais résolu encore ce dilemme-là, de ça vaut-tu la peine ou ça vaut pas la peine. Peut-être que j'ai tort, non? OK. J'ai peut-être tort, mais c'est... T'es encore dans cette réflexion-là un peu, on dirait? Toujours, tu sais, des fois, tu te dis, pourquoi faire ça? Ça te donne-tu quelque chose? Y a-tu du monde qui lise? Puis, c'est ça, t'es dans tes contradictions, puis d'autre part, en même temps, des fois, il me paye! Il me paye, esti! Puis moi, il faut que je mange. Je me dis, moi, j'ai gagné ma vie avec mon cerveau, avec les niaiseries que j'ai dans ma tête. C'est pas pire, esti. Je vois là à la TV, tu sais, je peux parler du scandale des commandites, dénoncer le Parti libéral, tu sais, puis à la fin de la soirée, ils me font un chèque, 150$. Merci beaucoup. Là, je peux acheter 2 cordes de bois, je peux chauffer 1 mois. Puis ça, des fois, il y a des gens qui te reprochent « Ouais, toi, tu fais de l'argent. Toi, qu'est-ce que tu fais? Toi, tu manges comment? » Nous autres, parce que moi, je suis politique, il faut que je crève dans la rue pour être pur. On est-tu encore dans la convergence? Oh, ouais, ça traîne tout autour de ça, c'est sûr. Le fait qu'il faut manger avant d'être... Je veux pas, il y a des journalistes qui vivent ça aussi. Hein. Mais ça, quand je dis il faut manger, moi, je pense qu'on n'a pas le droit de manger à tout prix. T'sais. Moi, c'est pas moi, mais il y a des fois, moi, dans la vie, les gens que j'ai admirés, c'est comme du monde droit. Les gens, tu sais, lui, dans la vie, ta maman qui n'a pas fait de saloperie, tu sais, c'est pas prostitué, il n'a pas rampé, c'est pas écrasé. T'sais. Moi, c'est le genre d'artiste, d'écrivain, de musicien qui moi, me passionne. C'est ces gens-là. On peut vivre droit. Fait que moi, je me suis dit, moi, essayer ça dans la vie. Fait que, tu sais, des fois, on est sans doute obligé, des fois, de s'écraser. Hein, et ce bloc-là, il est court, il dure 3-4 minutes, mais ce matin-là, avant que les téléspectateurs aient accès au bloc, il fallait d'abord insérer un panneau réclame de Star Academy, donc grugé sur le temps de nouvelles. Ensuite, il fallait passer un extrait, une espèce de plan-séquence d'occupation double tourné à la manière de Moulin Rouge, dans lequel
il y avait 4-5 filles qui se vautraient autour du seul gars qui restait, donc mâle forcément dominant. Et puis là, on entendait une fille dire « Tu trouves pas que ça ressemble à Like a Virgin? » Et le gars lui répondre « Ah, t'as l'air de tout sauf d'une vierge. » Là, ne manquait pas Occupation Double. Ma foi, c'était très édifiant. T'sais. On ne sait pas à la maison qu'on est dans le bloc nouvelle. Mais quand on y a travaillé, on sait qu'on est au retour de pause, on est dans le temps nouvelle. Donc en mettant ça, il ne reste plus beaucoup de temps. Il reste 1 minute en fait. Donc les téléspectateurs ont dû souffrir tout ça pour ensuite accéder à leur minute d'information. Et bon, on n'a pas eu le temps de dire grand-chose, évidemment. Mais aussi, c'est assez. C'est assez. Pour qui on nous prend? Puis qu'est-ce qu'on regarde? C'était quoi le poste que tu occupais à ce moment-là quand tu es parti? Moi, j'étais chef d'antenne, l'émission matinale la plus regardée. Donc, c'est quand même un poste important à ce moment-là. C'est un poste de chef d'antenne, bien sûr. Donc, quitter un poste de chef d'antenne par conviction, ça se voit pas beaucoup, ça, quand même. Oui. Oui, mais à un moment donné, il faut aussi se regarder dans le miroir et dire, est-ce que si je suis assise là, je vais grimacer? Est-ce que je vais être bien? Est-ce que, tu sais... C'est même plus une question d'être alarmé, c'est une question de commencer. C'est comme quand tu es en cours, hein, tu montes un dossier, et c'est ça le dossier contre la convergence, c'est extrêmement bien étoffé. Ouais. Et de plus en plus étoffé, non pas par des principes idéologiques, de dire « moi je veux pas les compagnies », puis non, par des exemples concrets où l'information existe de moins en moins, où il y a une précarité au niveau des gens qui travaillent là-dedans, où on n'accorde plus aucune importance aux journalistes d'enquête, parce que de un, ça coûte de l'argent un journaliste d'enquête et ça prend du temps, de deux, de trois, parce qu'un journaliste d'enquête, malheureusement, dès que tu fouilles un peu plus loin que JE, quand tu fais un journaliste d'enquête sur des vraies injustices sociales, tu remontes où? Tu remontes aux corporations, puis aux décisions politiques qui ont été prises en faveur des corporations au détriment des citoyens. Et donc, ils ne veulent pas, de un, diffuser ces informations-là parce qu'ils sont de connivence avec les corporations. Ils sont, je veux dire, les créations des corporations. Et ils travaillent avec les politiciens. Non, mais c'est même pas de la paranoïa de dire ça. C'est des faits que les gens... Tu sais, pour moi, c'est... Je le répète souvent, mais je veux dire, qui possède les médias? C'est déjà clair. Qui investit de l'argent là-dedans? À qui ça rapporte? Mélodie Star Academy. Pour vivre l'expérience au maximum, Mélodie se doit d'avoir accès aux caméras web exclusives, aux services haute vitesse de Vidéotron. De plus, elle trouvera des forfaits votes et vidéos VIP exclusifs. Bien sûr, dans l'engouement de sauver son préféré, Mélodie aura l'occasion de nous appeler et nous faire part de son choix et ainsi s'exprimer. Pour à peine $1 à chaque fois. Star Academy, c'est la musique à mon tour. Mais comme Mélodie est raisonnable, elle achètera seulement 4 de tous les albums enregistrés par les académiciens. Bien sûr, que serait l'expérience Star Academy dans ces formidables magazines et numéros spéciaux? Mais pour que Mélodie soit vraiment heureuse, elle a besoin, premièrement, de son Camille Noireau. Et un billet pour un spectacle afin de voir ses favoris en chair et en os. Hey, j'ai payé pour Star Academy, moi. C'est la Caisse de dépôt et placement qui a payé pour Star Academy. En plus, ils veulent que j'achète le disque. En plus, ils veulent que je paye pour voir sur Internet. Puis que je paye pour voter pour c'est qui va gagner. Fait que finalement, ils veulent que je paye 5 fois pour la même marde. J'ai-tu bien entendu, moi, là?
C'est la Caisse de dépôt et placement qui a payé pour Star Academy. Et oui, c'est avec l'argent des Québécois, grâce à la Caisse de dépôt et placement du Québec, que Québécois a pu se payer Vidéotron et TVA pour 5,4 milliards. Malheureusement, ce ne fut pas un très bon placement, puisque ces achats valent aujourd'hui le 10e du montant payé. Le gouvernement de l'époque a d'ailleurs exprimé quelques regrets à ce sujet. Le succès de Star Academy et l'utilisation du Journal de Montréal, des magazines du groupe Québécois, de TVA, le succès de toutes les entreprises ont contribué à améliorer la situation financière du groupe Québécois, qui en avait bien besoin, parce que dans l'engouement de l'année 2000, Québécois avait payé beaucoup trop cher pour Vidéotron. On surévaluait à ce moment-là, parce qu'on disait « l'avenir, c'est Internet, l'avenir, c'est la convergence ». Et c'est pour ça que maintenant, ça va prendre du temps avant que la Caisse de dépôt et Québécois retrouvent leurs investissements de l'époque, l'argent qu'ils ont mis pour acheter Vidéotron et TVA. On est allé devant le CRTC pour dénoncer ça, pour dire qu'il ne fallait pas que la transaction se fasse. Puis, écoute, quelques mois plus tard, ou quelques années plus tard, quand Star Academy est lancé, on voit une photo dans le journal de tous les gens du CRTC qui étaient assis devant nous pour entendre notre position, qui étaient tous assis à la table de Pierre-Carl Péladeau à Star Academy pour voir ça. J'ai dit, les sénateurs, écoute, ils n'en revenaient pas, là, sont tombés en bas de leur chaise. On a un organisme qui s'appelle le CRTC. Pourquoi le CRTC fait rien? Pourquoi le CRTC fait rien? Le CRTC contrôle les zones qui sont publiques. Mais pourquoi le CRTC fait rien? OK, je vais rectifier ma phrase. Le CRTC fait très mal sa job de contrôler les zones. Et le CRTC, c'est vrai que le CRTC n'a pas beaucoup, au fil des ans, tapé sur les doigts des entreprises, c'est vrai ça. Donc là, le CRTC n'est pas la solution là, pour cette affaire. Ben non, pas du tout. Pourquoi le CRTC est assis à la table de Star Academy? Oui, je sais, c'est affreux. C'est une erreur de jugement énorme. Le fait que le CRTC existe, c'est la preuve que les zones sont une propriété publique, collective. Okay. C'est la preuve. On ne peut pas dénier ça. Non. Et donc, il y a un problème quand il y a 8 personnes à travers le Canada qui se sont accaparées l'ensemble des ondes qui appartiennent à la collectivité. Jessica, de l'autre côté, n'est pas insensible à ça. Fait que tu regardes à Radio-Canada, c'est très rare que tu vas voir un journaliste du Journal de Montréal se faire interviewer à Radio-Canada. Ils choisissent systématiquement des gens de la presse. Puis là, tu regardes TVA ou tu regardes le Canal Nouvelle, puis c'est bien rare, tu vas voir quelqu'un de la presse apparaître. Là, c'est des gens systématiquement du Journal de Montréal. Puis là, tu vois, tu fais 2 pôles, tu fais pas circuler les idées. C'est 2 pôles en compétition comme ça, je veux dire, c'est l'information qui est la plus grande victime un peu là-dedans. Oui. Bon, on pourrait penser que Radio-Canada pourrait être plus objectif, là, par exemple, quand ils critiquent le disque de Marie-Hélène Thibault ou son spectacle, mais ils sont aussi enthousiastes que TVA. Parce que, justement, eux autres, ils font leur propre convergence avec leur propre artiste et donc, ils vont pas aller chier sur l'artiste convergent du voisin parce qu'ils veulent pas que leur artiste convergent à eux autres se fasse chier. Donc, tout le monde est fin avec tout le monde est de connivence là-dedans. En fait, c'est ça le mot à un moment donné. C'est même plus de la, c'est même plus de la convergence, c'est de la connivence. Le risque, c'est que dans un moment de crise, par exemple, l'entreprise décide, pour des raisons que je ne connais pas, de mettre tous ces médias au service d'une cause. Alors, imaginez un groupe dans 10 ans, 15 ans, propriétaire de Québécois, qui décide qu'on va mettre tous nos œufs derrière un parti politique. Alors, si TVA, si le Journal de Montréal, si le Journal de Québec, et si tout ce monde-là décide de ne diffuser que les idées de ce parti, d'être négatif vis-à-vis des autres, vous voyez la force de frappe. Alors, c'est pour ça qu'il y a des gens
qui s'inquiètent. Je veux dire, je veux pas aller jusqu'à parler de désinformation, de propagande, même si, à l'occasion, c'est le cas. Mais on peut vraiment pas parler d'information, parce que l'information, c'est long à produire. Tu peux avoir des poursuites en cours. Je veux dire, non, c'est trop compliqué. Finalement, on aime mieux faire des reportages sur le fromage en crotte de Boivin qui est disparu dans le fond de l'eau. Mais on avait entendu parler la première fois à Star Academy. Mais ça, c'est à l'intérieur de bulletins de nouvelles, évidemment. Là, t'sais. Donc, il n'y en a plus d'informations dans ce sens-là. Et donc, si les citoyens ne sont pas informés pour prendre des décisions éclairées, on n'est pas dans une démocratie. En parlant d'événements à la démocratie douteuse, il y a Louis Morissette qui a perdu l'animation d'une série télé à TVA parce qu'il a osé faire des blagues sur le duo Snyder-Pelado pendant l'émission de fin d'année. Ceci n'est pas un bye-bye. Il y a les épiciers Métro qui ont également été punis. Ils ont perdu le gala Les Métrostars présentés à TVA depuis les 20 dernières années parce qu'ils ont refusé de faire imprimer leur circulaire dans les presses de Québécois. De plus, les avocats de la grande famille Québécois ont fait fermer tous les sites Internet qui critiquaient le phénomène Star Academy. Ils les ont tous fait fermer sauf un. Nous avons été rencontrer son créateur pour en discuter et pour prendre un plan où on marche en faisant semblant de parler. Au début mars 2003, j'avais lu une lettre de Daniel Boucher qui avait écrit en réaction au premier Star Academy, au premier gala Star Academy dans le Journal de Montréal, je crois. J'ai fait Star Epidémie pour un peu dénoncer le concept de télé-réalité qui était à son tout début. Je trouvais ça malsain, je dirais, de voir des gens qui regardaient ça attentivement puis qui commençaient à vivre davantage la vie des personnes qui étaient dans l'espèce de cage que la leur. Commençant à parler au bureau, j'ai des amis qui me racontaient travailler, par exemple, chez Rona. Puis sur les heures de dîner, c'était là... Ça parlait même plus de météo. Il y avait le seul lieu commun de discussion, c'était Star Academy. Donc si on voulait avoir des conversations relax en prenant un café, en se détendant, il fallait que tu connaisses Star Academy, que tu saches ce qui se passait. Puis même si tu voulais pas le savoir, à la limite, t'en étais informé. C'était rendu trop gros. Ça avait comme dépassé probablement leurs attentes aussi, j'imagine. À la limite, c'était juste une petite critique, une petite pointe qu'on faisait à l'émission au début. Mais ça a rapidement pris de l'ampleur. Dans les tout débuts, on parle d'à peu près 400 ou 500 personnes par jour. Okay. Puis jusqu'à un beau dimanche après-midi, où est-ce que je me fais réveiller par la firme d'avocats Fraskin Martineau du centre-ville de Montréal, qui sont les avocats du roi Pierre-Carl. Donc, ils me disent, en gros, bien gentiment, hein, on s'entend, que mon site reproduit un petit peu trop l'image corporative de Star Academy, que mes couleurs sont trop semblables et que ma mise en page est trop inspirée de la leur. Puis je pense que ça a joué contre eux parce qu'on avait à peu près 400 visiteurs par jour à ce moment-ci, après peut-être 2 ou 3 semaines d'activité. Puis dès qu'ils ont commencé à nous demander par voie de sommation de modifier le site, là, les médias ont embarqué, on a commencé à avoir un soutien médiatique, on a atteint à peu près des pics à autour de 100 000 visiteurs par jour, pour une moyenne d'à peu près 40 ou 50 000 personnes par jour qui visitaient le site de Star Epidémie à ce moment-là. Sur une période de? Sur une période d'environ 5 mois, là, la durée de l'émission. Attaquer Star Academy, c'est attaquer ceux qui en sont fanatiques, puis ceux qui en mangent, puis qui en veulent. Donc, c'est presque une guerre de clochers. Ils prennent les attaques très personnelles, au même titre que l'inverse. Le Star Academy, je l'ai pris personnel. J'aimais pas ça, je trouvais que c'était aberrant. Ça m'a agressé, j'ai réagi, puis ces personnes-là, devant ma réaction, ont réagi eux aussi. Donc, en quelque part, c'est bien, ça suscite le débat. Puis... Mais c'est quand je disais qu'on est devenu un peu le seul bastion, c'est par rapport au fait que Québécois avait réussi à faire fermer plusieurs sites contre la télé-réalité, Star Academy en tête. Leurs avocats ont fini par nous laisser tranquilles et faire de nous le seul site contre Star Academy qui est encore vivant à l'époque. C'est le seul? Ça a été longtemps le seul. Je pense qu'il en est ressorti depuis, mais pendant le gros de la période, on était le seul qui pouvait rester en ligne encore, là, qui avait résisté à l'ennemi. Je me suis exprimé en tant que citoyen, puis on a tenté de me brimer un peu, puis j'ai trouvé ça mesquin. Mais en même temps,
ça remet des choses en question. Puis je me dis que ma vie serait pas mal plus facile si j'arrêtais de me poser des questions puis que je pensais comme tout le monde. Avant midi-là, je me prenais dans le corridor du cégep, puis j'ai remarqué, la veille, c'était pas là. C'est une étudiante de musique du cégep de Sherbrooke, puis bon, elle était participante là-dedans. Puis elle était mise en danger. Je remarque que, bon, il y a un happening dans la cafétéria du cégep pour appuyer la candidature à cette participante-là, puis que là, tout le monde débarquait avec TVA à être là, que la direction du cégep embarquait là-dedans. Mais la journée que ça s'est passé, dans le temps, tu t'en souviens sûrement, il y avait aussi le côté un peu scandaleux de voir que on avait permis d'afficher dans les fenêtres, dans les portes d'entrée, l'événement. Alors que c'est complètement interdit d'afficher quoi que ce soit. Pour les assemblées générales, ça prend des autorisations d'avance. Et puis là, parce que c'était Star Academy, c'était même étampé l'autorisation socio-culturelle ou de la direction. Tu dis là, on donne des privilèges parce que c'est tellement fantastique. Fait que moi, j'ai dit, bon, mais de la merde, moi, j'accepte pas ça. Fait que j'ai pogné un crayon puis une pancarte, puis je me suis fait une pancarte. Il y a un jeune qui s'est joint à moi, puis là, on est monté à deux. Puis on n'avait pas l'intention de faire du chiard, on n'avait pas l'intention de faire du brouhaha, rien. Notre objectif, c'était simplement de se planter avec nos pancartes, un peu en retrait, mais tout le temps dans l'axe de la caméra. On voulait tout le temps que la caméra nous voie. Puis à un moment donné, on s'est mis à se promener dans la cafétéria, puis on informait les gens un peu plus des impacts de ça. Puis il y a des gens, assez rapidement, ça s'est greffé à nous autres, puis ça a dégénéré. ça a vraiment dégénéré. Là. Il y a eu l'histoire du coupage de fil. Nous, on n'a pas été au courant de ça. Moi, c'est un ami qui m'a appelé pour me dire, tu sais pas ce qui s'est passé. Il y a des gens qui ont osé couper le fil de TVA quand ils sont passés pour Star Academy au collège. Et c'était live à la télévision, supposément. Alors là, c'était comme le scandale de dire, mon Dieu, il y a tout le côté vandalisme, là, sabotage qui est inacceptable, tu sais, au sein de nos sociétés démocratiques et quand même non violentes, ces trucs-là. Puis en même temps, c'était de voir qu'il y a des gens qui s'étaient dit, la seule manière qu'on peut combattre cette espèce de, pour plusieurs personnes, cette espèce de fléau-là de convergence médiatique, c'était peut-être de couper le fil de TVA. Cette histoire-là n'est pas sortie de Sherbrooke. C'est pour ça que moi, je l'ai mis sur l'Internet. C'est tellement gros, justement, Star Academy, ça aurait dû être su qu'il y a des gens qui s'étaient objectés à ça, qui avaient même causé un geste de sabotage, de vandalisme, mais ça n'a pas été diffusé comme information. Il a fallu qu'un site indépendant le fasse paraître. Ouais. Et moi, ce que j'ai aimé, après quelques jours de ça, c'est qu'il y a des gens qui étaient très choqués de ce qui s'était passé, puis il y a d'autres gens qui étaient très heureux. Donc, ça me montrait, je le savais déjà, mais que les gens qui aiment Star Academy aimaient ça profondément, mais il y avait probablement autant de gens qui détestaient ça pour mourir, qui en étaient plus capables de voir ça quotidiennement dans des journaux, dans des revues à potins, à la radio, quand ils prennent l'autobus, n'importe où finalement, cette espèce de mer là qui tu nages dedans. Même si tu ne veux pas en entendre parler, tu l'entends toujours. On a tous un peu le goût d'être reconnus par le monde entier, que le soleil arrête là, pour nous regarder et puis nous admirer. Tu sais. Ouais. C'est le conte de fées. Personne me connaît, là, tout le monde me connaît, le lendemain matin. Cendrillon, là, puis là, tout d'un coup, là, c'est le... Tu sais, là, exactement. Puis ça, ben ça charme l'être humain. Tu sais, l'être humain a ça en dedans de lui. Des choses comme Star Academy, je pense que c'est le médium qui est comme le message. Il n'y a rien nécessairement en dessous. Ils chantent des vieilles chansons. C'est le buzz là, d'être découvert une belle voix, tout ça, mais c'est pas là que tu vas être
ému par quelque chose de déstabilisant ou de profondément intégré là, dans la vie de quelqu'un. Quand ils sont propulsés là-dedans, ils font un aréna, mais il y a 6 mois, ils vendaient des beignes. T'sais. Quand ils sont dans leur manoir, Ronald McDonald, ils sont dans le vase clos, ils sont isolés du monde. T'sais. Tout est prévu pour que le temps psychologique qu'ils vivent soit peut-être plus long. T'sais. Ils disent, on a l'impression que ça fait 10 ans qu'on est là-dedans. Je comprends. Je veux dire, à avoir les mêmes faces, puis à manger le même macaroni, je t'offrais pas 2 heures là-dedans. Moi. Alors, c'est sûr qu'eux autres, ils ont l'impression ils ont progressé, ils savaient pas danser, puis là, ils sont capables de faire 3-4 stepettes. Hey, c'est un bel accomplissement, mais ce qui est vrai, mais c'est une sorte de camp de vacances, avec une récompense au bout parce que tu as réussi à la piste d'hébertisme. C'était un modèle à coller. Tu connais un bras, une jambe, une face. Là. Lui, il faut qu'il soit blond, là, on va le mettre blond. Le génie de leur histoire, c'est qu'ils se sont, comme ils sont tous interchangeables, ils ont inculqué au public l'idée qu'ils étaient tous uniques parce qu'on les a vus changer de bobette, se chicaner. Puis là, on les connaît, puis on les aime individuellement. Donc, quand ils vont chanter, puis ils chantent bien, puis ils ont des beaux éclairages, bien là, ça devient... Ils te les rendent tellement attachants, puis t'es tellement dans leur drap de flanellette, puis c'est quasiment comme si tu serais là en train de les regarder se brosser les dents le matin. Fait que les gens créent une espèce d'attachement à cette personne-là. Et à tout ce qu'ils font, comme, pour ne pas nommer, mais celle qui a gagné 250 000 albums l'an passé. Imagine, de nos jours, vendre 250 000 albums, c'est absolument hallucinant. C'est vraiment le résultat d'une mise en marché pure et simple. Mais les gens, ils l'aiment, la petite Marie. Ils l'aiment, qu'est-ce que tu veux. Puis ils sont avec, puis ils veulent qu'elle réussisse. Fait que là, ouais, puis on va en acheter pour toute la famille. Puis c'est pareil, comme les gens s'attachent d'une façon... familiale à ces artistes-là. Et c'est encore plus pernicieux, parce que ceux qui dirigent ça, ils font en fonction que les gens s'attachent à ces artistes-là. C'est pas ça, la réalité artistique, là. Les Cowboys Fringants, ils l'ont rempli, leur Centre Bell. Ça fait 15 ans qu'ils travaillent à Repentigny dans les bars, à se faire pitcher de la bière, t'sais. D'après moi, ce que ça donne, c'est justement quelque chose de beaucoup plus durable, qui nourrit pour plus longtemps que la star instantanée qui, à un moment donné, devient justement dépendant d'un paquet de conditions autour. Ils sont le produit d'une création commerciale, mais ils n'ont pas à investir leur propre créativité, leur propre personnalité, leur bagage. Ils n'ont pas quelque chose, un message personnel à véhiculer dans leur art. Bon, est-ce que ça devient un art? Est-ce que c'est un commerce? Est-ce que c'est un produit de consommation? Ça aussi, c'est une question qui est assez, disons, c'est délicat d'entreprendre ça. Mais nous autres, il est clair qu'on ne reconnaît pas, en fait, la légitimité artistique de l'Académie et on ne va jamais s'associer à l'Académie et permettre à l'Académie de s'associer à nous. C'est très simple. Ils ont le droit de faire leurs affaires, ils font leurs trucs, c'est bien tant mieux pour eux s'ils sont contents. Tant mieux pour le monde si le monde a le goût de voir un gars de Nord-Métal se brosser les dents. Mais moi, ça m'intéresse pas. Bon, du pâté chinois, faites-en du pâté chinois. Non, mais c'est parce que on va mettre un peu de ketchup. Dans leur face. Puis je trouve qu'au Québec, on suit. On est des genres de moutons. On suit qu'est-ce qui... T'as le nez dans le cul du mouton d'en avant. Tu sais, mettons, je sais pas, moi, Si c'est ça qui passe, c'est ça qu'on aime. C'est ça. Mettons, c'est ça qui est in. OK, c'est ça qui est in. Tout le monde suit. Je trouve qu'il manque un peu beaucoup d'originalité. Puis je trouve que beaucoup de bandes sont vraiment originales. Puis ils sont dans des caves, là, présentement, en train de bûcher puis pratiquer. Là, ils sont pas capables. Ils font des petits spectacles pour leurs écoles. Puis dans le fond, ils seraient meilleurs que n'importe qui. Au moins, ils n'ont pas personne qui a dit bon, là, tu vas te mettre de même. Là, tu vas jouer de même. Là, tu vas être beau comme ça. C'est plus eux autres, c'est comme un robot que tu crées, là, puis là, tu envoies ça à la télévision. Pour être gagé là, que des gens bien plus talentueux que ces gens-là qui passent à la télévision, qui sont chez eux, dans leur sous-sol, puis qui bûchent, fait des années qu'ils essaient de faire des démos, puis qui ont plus de talent que ces gens-là, sauf qu'ils n'ont pas l'attitude. C'est pas des gens qui vont vouloir participer à des concours, ou ils n'ont pas vraiment la personnalité pour aller au-devant de ces choses-là. Puis ces vrais talents-là, souvent, on les connaît pas. On passe à côté parce qu'ils sont ailleurs, tu sais. C'est ce que je pense. Moi, c'est pas tout le temps les vrais de vrais sont pas tout le temps ce que tu vois à la télévision ou sur une scène. T'sais. Puis il y a le politique de l'art aussi, qui est quel est le statut de l'artiste dans une société? Est-ce qu'il y en a un ou est-ce que c'est un produit?
mot me répugne, mais c'est ça pareil, des vedettes. On n'est plus des artistes, on est des vedettes, OK? Puis quand tu es une vedette, on s'intéresse à quel char elle a, c'est où sa maison, quelle marque de brosse à dents il y a. Mais artistiquement, ce qui fait qu'elle est une vedette, dans le fond, ça n'intéresse plus personne. Quand on a des entrevues, nous, des demandes d'entrevues avec la 7 jours, la semaine, puis tout ça, c'est les blondes, d'où vous venez, votre enfance, avez-vous travaillé fort? C'est comme, personne qui nous dit, êtes-vous inspiré d'Eminem, ou comment vous faites pour faire vos chansons, quel type de technologie vous utilisez. Il n'y a personne qui s'intéresse à notre art, en fait. Est-ce qu'il y a plus qu'une belle voix puis une belle gueule? Est-ce qu'il y a aussi du génie créateur? C'est le fun. Ce serait le fun de valoriser ça un peu. Hein, mais bon, peut-être que c'est pas payant. Ça avait ramassé tellement d'argent, des dizaines et des dizaines de milliers de dollars pour voter. On allait chez Rona, on dit « Hey, donnez-nous de l'argent pour voter pour Martin. » Je dis « Écoute, je ne connais pas Martin, puis je ne vais pas donner de l'argent à Julie Snyder juste parce que je veux mon gars, il rentre. Là. Je veux qu'il rentrerait, mettons, parce que c'est le meilleur. » Mais je pense que ça vient comme une guerre de clocher. C'est pensé en fonction de ça. C'est ça, c'est pensé comme ça. Est-ce que les Canadiens ou les Nordiques vont gagner? C'est comme ça. Salut, Andréane. Bonjour, Jean-Louis. Est-ce que tu as travaillé pendant que Star Academy jouait à la télévision? Tout à fait. Tout à fait. En plein dedans. L'année des jumelles. L'année des jumelles? Oui. Excellent. Et puis, est-ce que, donc, pendant que toi, tu étais au Super Club Vidéotron, vous deviez avoir comme une espèce de lien avec Star Academy? On devait vivre Star Academy. Alors, tout d'abord, on avait des chandails. OK. Des chandails qui ne m'allaient pas du tout, soit dit en passant. Vous étiez obligé de les mettre, j'imagine. Ah oui, c'est sûr. C'était l'équipement de travail, là. Ça devenait notre nouveau chandail de travail. On remplaçait le chandail Vidéotron orangé par le chandail Star Academy. Et puis, on faisait voter les gens. C'est-à-dire? C'est-à-dire que les gens venaient donner leur argent à Vidéotron. Les clients ou... Oui, les clients. Les clients, ça arrivait avec des 1000 $. Je veux acheter des points pour telle personne. Arrête, c'est sérieux, ça? Ah oui, oui. Quel genre de montant t'as vu? Ah, ça allait jusqu'à 1000 $. J'ai vu un 1000, 400, 500. Les gens faisaient des petites collectes ou des petites mamies aussi qui venaient des fois pour donner leur argent. Donc toi, t'as vu quelqu'un amener 1000 $ pour un concurrent au Super Club Vidéotron? Oui. Un concurrent qu'il ne connaissait pas, mais qui venait de la même région. Ah, OK. Soutenir les gens des régions. Là, les petites filles sont là. « Maman, je veux voter pour Annie! Maman, je veux voter pour Wilfred! » C'était ça, là. Je dirais qu'au moins un client sur deux donnait 1 pièce ou 2 piastres pour Annie ou pour Suzy, à la place de chercher un paquet de gomme. Donc, les gens, par exemple, ils prenaient 2 films, un sac de popcorn et 6 votes pour Annie, mettons, là, tu sais. OK. Ah non, mais ça coûte 20 piastres des fois, là. Donne 20 piastres pour Suzy. C'est fou, je te dis, c'est complètement fou, non? Ils comprennent pas où ça va, j'ai l'impression. Il y avait des traces de pas, des fois, pour dire comment aller voter pour Suzy. Ils mettaient des traces de pas pour dire comment se diriger au kiosque. Il y avait des traces de pas par terre. Oui, ils nous avaient fait ça à l'université. Il y avait des traces de pas partout qui menaient tout au kiosque de vote pour Suzy. À l'université. À l'université. Hey, c'est fou, là. Quand c'est parti, c'était à l'académie, la période que ça dure, là, c'est non-stop. Il n'y a pas de break. OK. Tout le monde parle de ça. Ouais, non, c'est clair. Tout le monde lit ça, tout le monde suit ça. C'est comme une drogue. Les gens ne se rendent vraiment pas compte. C'est un plaisir viscéral, puis on n'a pas le choix de le faire. Tant mieux quand il y a du monde qui regarde, puis on le fait quand même quand il n'y a pas personne qui regarde. On aurait lâché, ça fait longtemps. À un moment donné, surtout au début des années 90, là, dans le temps du Nirvana, du grunge, là, il y avait une sortie de petites bandes qui avaient commencé à sortir, puis les mouvements, là, ça avait commencé un peu. Mais là, depuis que
Dans l'entour de vers l'an 2000 et plus, là, ça commence à rebaisser, là, les boys bands puis les chanteuses là, qui chantent des vieilles chansons des années 70. Il n'y a pas de processus, il y a juste du produit. Okay. J'achète ça, je sais pas où ça s'en va, je sais pas quel est l'objectif de l'artiste, quelle est sa démarche. Il n'y a plus de démarche. Là. Le premier groupe qui a fait une tournée populaire, ça a été Led Zeppelin. Ça n'existait pas avant des tournées. À la fin des années 60, début 70, ils ont commencé à réaliser qu'il y avait du cash à faire avec des tournées, avec le merchandising, avec tous ces kits-là. Alors, tout s'est organisé. Puis maintenant, ben, tu sais quoi faire quand tu veux bâtir une carrière d'artiste qui n'a rien d'artistique vraiment, peu importe. Là, bon, tu as un look après ça. Il y a des artistes qui vendent plus de merchandising que de disques, tu sais, je veux dire. Alors, c'est assez précisé. Tout comme, j'imagine... la compagnie de savon Tide a raffiné sa boîte au cours des années, tu sais, puis hop, puis dans les épiceries, ils ont dit « c'est mieux qu'on le mette au 2e étage, plutôt qu'au 3e, les consommateurs vont le ramasser plus facilement. » Donc, la philosophie du consommateur, tu sais. Puis ils font leur cash avec ce qu'ils vendent en spectacle, tu sais, plutôt que leur disque. Arthur est d'accord, L'enjeu, c'est de permettre à un empire médiatique de ramasser de la publicité. L'enjeu final, c'est ça. OK? Puis comme malheureusement, pour eux autres, il faut mettre du contenu, il faut mettre un verre au bout de l'hameçon pour que les gens restent accrochés pour qu'ils ramassent la publicité, ben, c'est ça qu'ils ont trouvé de mieux, puis ça marche. C'est un système que tu achètes le disque, que tu télécharges, que tu sois abonné à Vidéotron, que tu aies le forfait pour aller voir Wilfred prendre sa douche, tu achètes chez Archambault le disque, que tu achètes le magazine spécial avec 14 pages de photos, tu payes en bout de ligne. Puis eux autres, c'est ça leur but. C'est pas de faire des chansons qui vont faire vibrer le monde. Ils sont pas en train d'espérer de faire le prochain « Quand les hommes vivront d'amour » ou « Le prochain ne me quitte pas » ou... C'est pas ça leur but. Non. Je veux dire, ils vendent de la musique comme ils vendent de la saucisse, comme ils vendent n'importe quoi. Non, mais ils ont autant de respect pour la musique que t'en as pour de la saucisse. Comme pour la plupart des produits, tout commence par une grosse machine. Tout d'abord, dans un local aseptisé, on choisit par un procédé unique le goût et la saveur de notre bière. Il ne manque ensuite que de trouver les bouteilles à remplir. Tout d'abord, toutes les bouteilles sont acceptées en route vers une première sélection où seulement quelques-unes seront choisies pour la prochaine étape. Les autres sont brisées et mises à la récupération. Puis on lave les bouteilles et on vérifie la pureté de celles-ci, qui sont maintenant prêtes à se faire remplir et embouchonner. Une dernière vérification est faite pour s'assurer qu'il n'y ait aucun parasite. Et les bouteilles sont en route pour se faire étiqueter de façon claire. Et finalement, il ne reste qu'à les flatter un peu et les prendre en photo. Ah, il est long le chemin de la bouteille, mais par contre, il est bien tracé d'avance. Mais une chose qui est un peu étrange, un peu paradoxale aussi au niveau de la vente de disques en fonction de... C'est que ce qui vend le plus, en tout cas à 90%, ce qui vend le plus en magasin, c'est ce qu'ils entendent le plus à la radio. Moi, je n'ai jamais compris pourquoi que le monde qui l'entend 10 fois à la radio, il a encore acheté le disque. Il y a les radios commerciales qui sont super poches, là, qui nous ont découvert, puis pour qui on est des super gars, puis on fait de la super bonne musique, puis ça fait 10 ans qu'on en fait, mais là, ça fait juste 3 mois qu'ils nous font tourner. C'est plate d'être avec eux parce que c'est toujours « Ha ha ha, un gros regard, oh, super les gars, oh, mais c'est comme il n'y a rien qui se passe. T'sais. C'est une gang de petits cliqueux, ceux qui ont le pouvoir, qui arrivent là, avec leurs nouveaux artistes à 3 ans, puis on me fait passer ça, puis là, ça dit, puis
n'ont aucune idée de ce qui est le restant et encore rien que leur poche. Que c'est quoi amène son troc avec ses flasheurs puis les grosses boules quand on fait un spectacle, ça me dérange pas. Maintenant, ça me dérange pas parce qu'ils font tourner notre musique. Avant, ils faisaient pas tourner notre musique puis ils amenaient leur Jeep avec leurs flasheurs. Là, je me disais, là, vous n'avez pas compris quelque chose. Vous êtes une radio, vous nous présentez, vous nous trouvez cool, mais vous ne tournez pas notre musique. C'est comme il y a quelque chose qui marche pas. Maintenant, ils nous font jouer. Puis pas mal à part de ça. Puis moi, je trouve juste ça normal. Je veux dire, je suis pas à quatre pattes devant eux autres ou quoi que ce soit, là. C'est 70%, 65% humoristes, 20% artistes de mainstream, là, de gros artistes populaires. Il n'y a pas d'audace. Les gens c'est uniquement la rentabilité à court terme, puis that's it. Qu'est-ce que tu veux faire avec ça? C'est du monde qui ne prennent pas de risques. C'est du monde qui n'ont pas de vision. Puis ce n'est que des administrateurs, encore une fois. Ils veulent nous dire que, bon, nous autres, regarde, on fabrique ces artistes-là, ce style-là, c'est ça la culture québécoise. Mais wow! T'es qui pour dire c'est ça la culture québécoise? T'as-tu fait un sondage auprès des gens, ce qu'ils veulent entendre? Je pense pas que ça se fasse, moi. C'est qu'on impose des choses. C'est ça que vous allez écouter, tu sais. Pourquoi pas, à un moment donné, obliger les médias radiophoniques à intégrer, mettons, 20% de musique ethnique et de musique, de toutes sortes de musiques différentes dans leur programmation, les obliger à faire ça. Pourquoi pas? Après ça, lui, il m'a répondu, ouais, mais si les mondes n'aiment pas ça. Ouais, mais si le monde n'aime pas ça, c'est que s'ils n'écoutent jamais, ils n'aimeront jamais ça et qu'ils ne connaissent pas ça. Tu comprends? Fait qu'à un moment donné, c'est toujours l'espèce de... Fait que c'est là aussi, c'est là que rentre en ligne de compte l'éducation et de donner le droit et l'opportunité aux gens d'écouter d'autres choses. L'industrie n'est pas ouverte à ça, sont fermés. C'est un style de musique, un style d'artiste, c'est pop. Tu sais, puis regarde, t'as des Groovy Antwerp, t'en as combien de groupes puis qui fonctionnent au bout. Ils ont un suivi, ils vendent des albums, c'est pas des grosses productions. Tu les vois pas à la télévision, ils jouent pas à la radio, mais ça marche. Le groupe existe parce qu'ils ont des fans, c'est parce qu'ils jouent, tu sais. Pourquoi que l'industrie ne lui donnerait pas un coup de main à tous ces artistes-là? Parce que pourquoi qu'ils n'embarqueraient pas? Pourquoi qu'ils n'élargiraient pas justement l'éventail de style? Tout ce qui est chansons, là, je suis plus capable, je pense. Là, Est-ce que vous pensez que le marché va saturer à un moment donné de ça? Je veux dire, les gens vont se tanner à un moment donné, non? Non. Je regarde juste aux États-Unis, là, tu sais, les chanteuses qui nous font des balades, là, ça fait comme... Ça fait 40 ans que c'est comme la même chanson réarrangée de façon différente. Parce que le monde, ça demeure du monde, puis, tu sais, ça recommence, puis on recommence nos mêmes niaiseries, puis je pense qu'on s'en sortira pas. Parce qu'il a vu ça matraquer dans les journaux, à la télévision, dans les épiceries, au dépanneur à côté des cigarettes. Je sais pas ce qu'il y a dedans, il l'achète. Tout le monde dit que c'est bon. Parfait, la petite fille est gentille, ben, elle a une mauvaise histoire d'amour, puis ben, bon, voilà. Mais si on a appris aux enfants qu'il y a un effort dans la musique comme il y a un effort dans le sport, et la musique devient plus significative quand on la comprend mieux, puis quand on comprend l'effort qui est soutenu de l'artiste. Moi, je connais rien en opéra ou supposons en peinture. Tu sais, je m'achèterais une peinture à numéro, puis je trouverais ça vraiment très, très joli, parce que je connais rien là-dedans, tu sais. Fait que quand j'ai commencé à écouter de la musique, j'achetais des cochonneries, tu sais, en musique, puis je trouvais ça excellent. Fait que je connaissais rien là-dedans. Alors, il faut peut-être s'y connaître un peu pour faire la différence. On parle de ça au niveau du Québec, hein, mais la samba brésilienne au Brésil, là, c'est pas non plus une musique qui est tout le temps écoutée. C'est le rock and roll, c'est la musique commerciale, c'est le pop. Le pop dans tout ce qu'elle a de plus sucré et cancérigène, là, tu sais, là. Sachez toujours, c'est ça, que ce que vous entendez, ce que vous lisez, ça ne représente qu'une facette de l'industrie. Moi, tous les groupes que je fais jouer à mon émission, là, on en entend parler nulle part ailleurs, ou à peu près pas. Les gens m'écrivent des courriels, puis ils me disent, mon Dieu, mais ça vient d'où, toute cette musique-là? Comment ça se fait que ça existait, qu'on n'était pas au courant, tu sais? Je dis, je suis pas tout seul. Je suis très tout seul dans mon salon. On dit, tu peux pas être tout seul qui aime ça, cette musique-là. Tu sais. Les gens s'intéressent au packaging ou à l'emballage, mais les gens perdent la notion d'écouter. Comme les gens perdent la notion de voir. Les gens perdent la notion d'être critiques. C'est qu'à un moment donné, c'est pour ça que je dis que c'est un complot, c'est du terrorisme culturel quelque part, à cause justement que
ils ont une responsabilité sociale, ces gens-là. Et c'est seulement en cours là, c'est le summum du capitalisme appliqué à la culture. C'est de faire des profits, c'est de se monter une espèce de bulle autosuffisante. Tu vas chercher ton artiste, tu fais ta tournée provinciale, tu vas chercher tes artistes. Ça prend tellement de place que maintenant, tous les artisans, moi je me considère comme un artisan, on est de plus en plus dans des espaces restreints et on se pose vraiment des questions au niveau du financement aussi, au niveau des instances gouvernementales, des institutions comme ça, où ce que tu regardes ceux qui ont eu qui ont eu de l'argent pour faire leur album en 2004, mettons, tu vois du monde là-dedans, là, des protégés de music hall, des gens qui n'en ont absolument pas de besoin, des millionnaires là-dedans, qui reçoivent gros comme le bras du financement. Puis quand tu vois du monde qui gratte le fond de tiroir, puis qui ont quelque chose à dire, puis qu'eux autres sont tout le temps refusés à cause qu'ils ne font pas partie des grands monopoles, à un moment donné, tu te dis, ouais, on est voué à l'extinction. de manière unanime, disait nous, non, il n'y en a pas question, on ne fait pas. Engagez quelqu'un et dites que cette personne-là est payée par, ne relève pas de l'information et faites un segment, d'accord. On est toujours fiers quand on se tient debout, on est triste quand on est attaché à un secteur parce qu'on y croit. Moi, j'ai fait presque 15 ans d'information, j'ai un attachement pour ce lien, et j'y crois, tu sais. Ouais. Et il y a plein d'hommes et de femmes qui y travaillent et qui y croient. Des choses qui sont cycliques, mais présentement, les cycles peuvent être longs en jouer et boire. Fait que si on veut, mettons, quelque part, pendant que le cycle passe, nous autres, on veut survivre dans cet espace-là, il faut vraiment mettre nos culottes, puis il faut s'armer de convictions et de bonne musique et de choses intelligentes à dire et il faut s'affirmer. Les Jamaïcains, ils sont combien? 250 000 sur l'île? Ou ils ont inventé combien de styles de musique qui a influencé la Terre au complet? Le ska, le rocksteady, le reggae, le dub, c'est les Jamaïcains qui ont inventé ça. Alors, je ne sais pas si c'est une question de grosseur, de petitesse. C'est plus un coup de pied dans le cul et avance donc des fois. C'est à nous autres aussi, aux artistes, de s'acharner, de persister à dire il y a un public qui ne nous connaît pas encore, mais qui va nous aimer quand il va être en contact avec nous. Puis nous, on a à travailler puis à se battre. On est en train de s'organiser aussi avec un regroupement pour faire valoir aussi pour faire valoir qu'on existe, nous autres aussi. Tu sais, voyons donc. C'est que l'underground, excuse-moi Sylvie, mais l'underground, c'est bien de valeur, mais la révolution, c'est là qu'elle va se faire. Puis on a besoin de la faire, la révolution. Oui, la chanson de la révolution. Oui, il faut la faire, comme disait mon ami Raymond Lévesque. Oui. Si on privilégie tous les poulains, toutes les pouliches de cette écurie-là, ben on n'entend pas autre chose. Hein. Je pense qu'une société saine, c'est une société qui est pluraliste, qui est diversifiée, qui est bigarrée. C'est comme l'environnement, la biodiversité, c'est important, je pense. Ça prend ça. Je trouve que la culture, c'est la même chose. Ça prend la diversité. Il faut que les gens soient minimalement curieux aussi, d'aller voir ce qui se passe aussi autour d'eux. Puis de dire, il faut surtout être conscient. Tu peux faire n'importe quoi. Tu peux aller à manger des Big Macs si tu veux. Sois conscient des tenants et des aboutissants de ton geste. Puis sois conscient que quand tu achètes l'album de Wilbrod, puis quand tu vas voir son spectacle, puis quand tu te branches ta télé puis tu écoutes son émission, ça a des conséquences. Ils prennent tellement le monde pour des idiots que le monde sont de plus en plus choqués de cette situation-là. Les sources d'informations alternatives ou indépendantes sont de plus en plus fréquentées. Les citoyens et les citoyennes, je pense que ce qui fait qu'ils réagissent pas à ces situations-là, c'est plutôt
c'est pas qu'ils n'arrivent pas au même constat que nous, c'est qu'ils savent pas quelle action prendre. Ben, moi, je dis... Longue vie aux médias alternatifs. Exactement. Longue vie à la scène indépendante, longue vie à la culture indépendante, que ça soit musical, même cinématographique. Il est temps que le monde lâche Internet, les téléromans, ces affaires-là, puis qu'il y ait des bons shows, des bons bandes, qu'il y ait découvrir des groupes, qui lâchent ça, ces affaires-là. Sortez de la maison. T'as beau avoir un bon buffet, pas cher, tu peux pas en manger pendant 10 ans. À un moment donné, t'es rempli, tu t'écartes. OK, à un moment donné, c'est ça. Donc, t'as le goût peut-être d'aller voir la tourtière à grand-maman, comment elle goûte l'autre bord. T'sais. Je veux dire, ils portent en eux-mêmes le germe de leur extinction. C'est-à-dire qu'ils gavent, ils n'arrêtent pas. Puis dès que les gens vont leur dire « on est tanné », ils vont arrêter. Moi, je mets au défi n'importe qui de me donner un avantage pour les citoyens et citoyennes, ou les téléspectateurs, ou l'auditoire, ou n'importe quoi. Un avantage là, qui n'est pas pour les médias, les propriétaires de médias, de la convergence. C'est vraiment des belles minutes gaspillées au téléphone. Je vous annonce qu'il vous reste exactement 15 minutes pour voter via téléphone, Internet. Il